Salut les écailles, bienvenue sur The Fish Lab. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon 375 litres australo-guinéen qui se trouve derrière moi. Donc pour changer un petit peu des vidéos habituelles, ici je vais avoir une espèce d'approche un peu plus éducative. Donc je vais essayer de vous expliquer les leçons que j'ai apprises en aquariophilie en regardant évoluer ce bac. Donc ce sera en rapport avec les systèmes CO2, la fertilisation pour les plantes, les chocs osmotiques et la chimie de l'eau en général. Donc si ça vous intéresse, restez sur la vidéo et on se retrouve après le générique. C'est parti. Donc voici mon bac, quelques mois après le scape. Comme vous pouvez le constater, la plantation a pas mal évolué. Regardez, la pousse de plante est incroyable. On a ici des cryptocorines, à l'arrière des echinodorus, sur les bois et les interstices avec les pierres, on retrouve des anubias, des fougères de Java, etc. En arrière-plan ici, une grande ligne de phyla et à gauche, une hygrophila. Ici au centre, on a un lotus, mais qui ne prend pas toute la place qu'il devrait prendre. Mais bon, ça, j'hésite à le remplacer. On verra bien ce qui se passe. On a quelques echinodorus encore ici. Celle-là. Ou celle-là. Des apôts, jetons, etc. Donc on a pas mal de plantes. La population aussi a un petit peu changé. J'avais quelques rainbows rares que je vous avais déjà présentés à l'époque. J'en ai perdu certains, j'en ai racheté d'autres. Donc je vous ferai un petit topo après en vous montrant chaque rainbow individuellement avec le nom scientifique, etc. Comme ça vous savez quel est chaque fois quel rainbow. C'est des poissons assez rares. La plupart ici, pas tous, hein, mais la plupart sont des F1. Donc ça veut dire que c'est la première génération nés en captivité après des parents sauvages cueillis dans la nature, des espèces pures génétiquement, la plupart d'entre eux. Et voilà, pour ce qui en est des poissons. Après, maintenant, j'allais parler des leçons que j'ai apprises avec cet aquarium-ci. Donc, le premier élément duquel je veux parler, c'est sans doute du système CO2. Donc, vous voyez, le système CO2 est branché ici et il diffuse là derrière. Donc, j'ai appris pas mal sur le CO2. Vous pouvez voir la pousse des plantes est pas mal. Donc le CO2, ça sert à quoi? Le CO2, ça libère du gaz carbonique dans l'eau. Le carbone est utilisé par les plantes pour créer des feuilles. Et donc en fait, c'est un engrais. Ça permet aux plantes de pousser mieux et plus vite. Je pense que la plupart des aquariophiles l'auront remarqué. On a une eau assez dure, assez calcareuse. Ici à Liège, j'ai un pH de 7,8, un KH de 9 et un GH de 16. Donc on est sur une eau très dure. Donc en fait, à la base, c'est pour ça que j'avais choisi de garder des Melanotaenia qui aiment bien l'eau dure. Mais je suis tombé sur un paradoxe. Les Melanotaenia en fait aiment bien les aquariums plantés. Et qui dit aquarium planté dit système CO2. Mais voilà, c'est ici que le problème commence à surgir. C'est que en fait la plupart des plantes tropicales d'aquarium viennent d'eau douce et ne sont pas du tout adaptées aux eaux dures. Donc on a quelques plantes qui s'adaptent aux eaux dures comme ici les anubias qui peuvent tout à fait tenir et même survivre correctement et bien se développer en eau dure, mais ce n'est pas le cas de toutes les plantes. La plupart des plantes n'aiment pas du tout trop de calcium dans l'eau. J'ai coupé la poire en deux puisque les Melanotaenia aiment bien une eau dure et les plantes pas. Donc le premier test c'était de savoir est-ce qu'on peut trouver une fourchette dans laquelle les deux peuvent être contents. Comme ça j'ai des plantes qui poussent et des mélanos qui peuvent profiter des plantes. Donc, ici j'ai dû revoir un petit peu mes paramètres à la baisse. Donc j'ai commencé à couper mon eau avec de l'eau osmosée. Donc le pH c'est l'acidité de l'eau. Et le KH, c'est l'alcalinité, donc le taux de carbonate et de bicarbonate dissous dans l'eau. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ou important à savoir? C'est que plus notre pH est bas et plus notre KH est bas, plus on va avoir de CO2 dissous dans l'eau. En fait, CO2, pH et KH sont fort liés. On va partir de notre système CO2 pour l'illustrer. Donc, vous voyez les petites bulles qui montent ici dans mon diffuseur de CO2. Donc, le CO2 gazeux vient se dissoudre dans l'eau et il est en partie absorbé par les plantes, mais il devient aussi en partie de l'acide carbonique qui va faire descendre notre pH. Et vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que c'est bien de faire descendre son pH. Donc déjà, le graphique, c'est le diagramme de prédominance du CO2 dissous dans l'eau en fonction du pH. On observe différentes formes de CO2 et leur proportion dans l'eau par rapport à d'autres formes de CO2. Donc les formes prévalentes varient en quantité en fonction du pH. Et ici, la forme la plus facilement absorbable par les plantes, c'est celle de la courbe jaune. On regarde un petit peu, on voit que la courbe jaune, elle est à 100% dans les acidités de 0 à 5. Et puis après, elle diminue pour laisser place à du HCO3. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un maximum
de CO2, donc de courbe jaune, mais le problème c'est qu'on ne peut pas descendre en dessous de pH 6 parce que sinon les bactéries du filtre commencent à crever. Donc ici les deux conditions c'est avoir le pH le plus acide possible mais tout en restant au-dessus de 6. Donc moi je vous conseille de quand même rester un petit peu au-dessus de 6 parce qu'il suffit que ça varie un petit peu, vous pouvez avoir vite des gros dégâts. Donc ici je recommanderais 6.4 à 6.8 pour un taux maximum d'absorption du CO2 sous forme CO2 et pas sous forme HCO3-. Qui plus est, dans votre filtre, avec la décomposition de la matière organique, vous vous retrouvez avec en plus de l'acide nitreux. Donc c'est pas parce que votre eau a un pH de 6,1 que vous avez la même acidité dans le filtre. Donc là, ça risque de descendre encore plus si vous visez un pH trop bas. Après, on a notre KH qui vient intervenir dans l'équation. Le KH, c'est quoi? C'est le bicarbonate et le carbonate dissous dans l'eau. On l'appelle aussi souvent le tampon. Donc le KH, il sert à quoi? Le KH, en fait, c'est une forme de carbone qui est déjà dissoute dans l'eau. Et plus on en a, plus elle va remplir l'eau en carbone. Il faut savoir que l'eau, à partir d'un certain taux de carbone, elle est saturée. Donc plus le KH est haut, plus il prend une partie de ce potentiel de l'eau à absorber du carbone. Et donc il empêche le CO2 de venir en excès dans l'eau. Donc si on a un KH très élevé, le CO2 ne peut pas s'accumuler dans l'eau et il est directement rejeté. Et donc nos plantes ne peuvent pas l'absorber. Donc un KH trop haut et un pH trop haut empêchent en fait totalement la fertilisation des plantes par le CO2. Donc voici le fameux graphique de la relation entre le pH, le KH et le gaz carbonique dissous dans l'eau. Pour être honnête avec vous, je suis encore en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. On a une influence sur plusieurs paramètres. On peut agir sur le KH en diluant l'eau ou en ajoutant du bicarbonate. Donc ça peut augmenter ou diminuer le KH. Mais la façon de le lire, ce graphique, si je comprends bien, c'est qu'on fait un petit test d'eau de notre aquarium. On regarde où on se situe. Mon KH est à 5. Et on a aussi alors comme variable le nombre de bulles, la quantité de CO2 qu'on met dans l'eau. On remarque que plus on va vers la gauche, plus on a de CO2 dissous dans l'eau. Au repos, notre eau, disons que pour un KH de 5, elle a un pH de 7,5. Disons qu'on se situe ici sans injection CO2. On commence à injecter du CO2, donc on dissout de plus en plus de bulles de CO2 dans l'aquarium et on regarde le pH descendre. Donc c'est vrai que plus on injecte de CO2, plus on va avoir de gaz carbonique dans l'eau, donc plus le pH va descendre, plus on arrive dans la zone verte. Attention, si on dépasse 30 mg par litre, on est dans la zone rouge, ça veut dire qu'il y en a trop et les poissons peuvent mourir. Ici, l'enjeu, c'est pour un KH donné, essayer de trouver quelle quantité de bulles par seconde nous donne quel pH. Et ainsi savoir déterminer combien de bulles par seconde nous amène dans quelle case et essayer de rester le plus possible dans la zone verte. Donc les chocs osmotiques, ça fonctionne comme ceci. On a par exemple un poisson comme celui-ci, il a dans son corps une certaine concentration en sels minéraux. Et il nage dans une eau qui a une différente concentration en sels minéraux. Donc, l'osmose, c'est un phénomène naturel qui fait que l'eau plus douce a tendance à essayer de diluer l'eau plus dure. Donc, à travers une membrane semi-perméable, une eau douce va venir diluer l'eau dure à l'intérieur du corps du poisson. Donc, le poisson doit adapter son métabolisme et ça lui coûte une certaine énergie, un certain stress de changer de paramètre d'eau, puisqu'il doit faire fonctionner ses branchies et ses reins différemment pour que l'eau qui rentre et l'eau qui sorte aient les mêmes paramètres et pas qu'il y ait de perturbations osmotiques à l'intérieur de son corps. Donc ça, c'est assez pesant pour les poissons. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé trop d'eau d'un coup. Il me semble que j'ai fait 10% au jour 1 et au jour 7, j'ai refait 10%, donc ça fait 20% en une semaine. Les poissons n'ont pas aimé du tout. Et donc j'ai perdu toutes mes espèces, comme les Melanotaenia ameri et les Aphinis, qui sont mes espèces qui aiment vraiment l'eau dure et qui n'aiment pas du tout l'eau douce. Donc ça, le choc osmotique ne leur a pas plu du tout. J'ai gardé mes espèces un peu plus résistantes et un peu plus tolérantes. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire très attention et bien connaître les paramètres dans lesquels vivent nos poissons pour les acclimater correctement. Puisque faire varier leurs paramètres assez fort de manière brutale, ça peut les stresser très fort, au point de les tuer. Donc ici, je ne suis pas fier de moi, j'ai perdu des espèces assez rares. Je pense que j'étais un des rares à avoir le Melanotaenia ameri en Belgique. Je pense vraiment qu'on les compte sur le doigt d'une main. Donc ici, c'est une expérience assez frustrante, mais ça m'a permis d'apprendre comment fonctionnent les chocs osmotiques. Il faut savoir que
Les chocs osmotiques vers le bas, généralement, sont beaucoup moins bien tolérés par les poissons que les chocs osmotiques vers le haut. C'est-à-dire que si un poisson est dans une eau moyennement dure et soudain on doit l'adapter à une eau un petit peu plus dure, ce sera beaucoup plus facile pour lui de monter dans les paramètres que l'inverse, que ce qui s'est passé ici. Donc d'être dans une eau dure et aller vers une eau un peu plus douce. Ça, osmotiquement, c'est beaucoup plus difficile pour le poisson, ça lui demande beaucoup plus d'énergie et ça le stresse beaucoup plus. Donc ici, je voulais faire pousser mes plantes, donc j'ai diminué mes paramètres, mais ça m'a causé un choc osmotique qui m'a fait perdre mes poissons. Donc pour ça, bien connaître les paramètres des poissons et y aller très progressivement quand on dilue l'eau avec de l'eau osmosée. Le mieux, c'est de faire le mélange eau osmosée, eau du robinet avant, et puis maintenir cette proportion avec les changements d'eau. Et pas le faire une fois que tout est installé, parce que sinon, voilà, on se retrouve dans ma situation. Donc voilà, je vais nourrir avec ceci, c'est du Grana Discus de chez JBL. Donc les aliments pour discus sont plutôt bien parce qu'ils permettent de colorer les poissons assez bien. Donc vu leur composition, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus chers. Et je me dis que si ça marche sur les discus, pourquoi pas sur les mélanos. Donc voilà, celui-ci, ce pot-ci m'a été donné par un ami. Donc merci à toi Tom, on va le tester tout de suite sur mes mélanos. Donc voilà, pour le système CO2, la fertilisation et les chocs osmotiques, c'est ce que je voulais dire. Ici, j'ai réussi à trouver la fourchette qu'il me fallait. En gros, j'ai descendu mes paramètres. Voilà, le pH, il varie dans la journée. Au moment où il est le plus bas, il tombe à 6,8. Donc mon eau est légèrement acide, c'est parfait pour les plantes. Mon KH, je le laisse autour de 4,5 pour pas que le pH puisse chuter de trop. Et mon GH, je l'ai descendu à 9. Donc on a une eau assez neutre. Et comme ça, les plantes peuvent être fertilisées et les poissons les plus résistants peuvent tenir. Ici, vous pouvez constater que j'ai mis une pompe de circulation au-dessus de mon système CO2. Et beaucoup de gens vont me dire mais c'est totalement con parce que en fait tu fais vibrer alors la surface de l'eau et tu permets l'échange de gaz, donc le CO2 ne peut pas s'accumuler dans l'eau. Donc ça, j'ai lu pas mal d'articles sur internet et il semblerait que oui, les remous à la surface évacuent le CO2, donc c'est un petit peu comme une canette de coca qu'on secouerait. Toutes les bulles remontent à la surface et le CO2 se barre, et c'est ce qu'on essaye d'éviter. Donc dans les bacs aquascaping, généralement la canne de rejet se situe beaucoup plus bas de façon à rejeter l'eau sans faire trembler le film de la surface. Et donc ça leur permet de garder un pH très bas et d'avoir une fertilisation optimale. Ici, mon but, c'est pas forcément de faire ça. Moi, je veux juste ajouter un petit complément en CO2 pour que les plantes poussent. Mais j'ai pas du tout envie de prendre le risque d'intoxiquer mes poissons au CO2. Ça m'était déjà arrivé à l'époque aussi. C'est-à-dire que quand l'eau se sature trop en CO2, les poissons n'aiment pas du tout ça et se retrouvent en PLS dans le bac, ici sur le fond, à pas savoir respirer, à pas savoir évacuer le CO2 par leurs branchies, et donc ça les empoisonne. Moi, ce que je préfère faire, c'est avoir de l'eau avec du CO2 présent, mais qui s'évacue assez vite, quitte à doser plus de CO2. Ça coûte un petit peu plus cher, mais ça me permet de ne pas prendre de risques au niveau des poissons. Sur les articles que j'ai lus, ils avaient l'air de recommander cette méthode-ci, c'est-à-dire que pomper beaucoup de CO2 tout en gardant un tremblement à la surface, ça nous permet d'obtenir un rendement assez bon au niveau de la pousse des plantes, tout en limitant les risques d'intoxication. Ce que j'ai aussi appris par rapport à la fertilisation des plantes, c'est que la lumière est très importante, donc plusieurs aspects de la lumière, le nombre d'heures qu'elle reste allumée et le spectre lumineux des LED qu'on utilise ou des autres systèmes d'éclairage. Donc pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que les plantes préfèrent manger de la lumière bleue et de la lumière rouge, donc c'est ça qui va vraiment les faire pousser. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise. J'utilise la LED plante de chez Aquael, donc c'est cette lampe-ci, et comme vous pouvez le voir dans le spectre, on se retrouve avec énormément de bleu ici, énormément de rouge. Donc c'est vraiment ça qui va faire pousser les plantes. Sur ce bac-ci, j'ai 3 LED Aquael LED plantes. J'allume le système CO2 1h30 avant que les lampes s'allument. Tout est sur timer en fait.
Et pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que la photosynthèse des plantes est optimale dès que la lumière commence à taper dessus. La photosynthèse est très efficace les premières heures et au fur et à mesure que la journée passe, les plantes synthétisent de moins en moins. Donc c'est important d'avoir un taux de CO2 élevé dans l'eau en début de période de photosynthèse. Donc moi je laisse alors le CO2 se libérer dans l'eau pendant 1h30, essayer de saturer l'eau en CO2, comme ça quand les lumières s'allument, les plantes commencent à faire de la photosynthèse à balle de guerre et elles ont les nutriments dans l'eau qui leur permettent de pousser. Et je coupe alors le système CO2 1h30 avant que les lumières s'éteignent, puisque de toute façon à la fin des 8 heures de photosynthèse, les 3 dernières heures, les 2-3 dernières heures, on n'a quasiment plus aucune pousse. Donc ça me permet aussi d'optimiser quand est-ce que j'ai envie d'avoir du CO2 dans l'eau. Autre détail par rapport à la pousse des plantes, c'est vrai qu'ici j'ai pas fait le choix le plus judicieux en mettant du sable dans mon aquarium. Le sable, par sa granulométrie très basse, va en fait donner des difficultés aux racines de s'enraciner correctement. En fait, il les étouffe un petit peu, tandis qu'un gravier un petit peu plus gros, ça leur permet de bien s'accrocher et de bien avoir les nutriments. Ici, c'est un petit peu contre-productif d'utiliser du sable, mais bon, vous voyez que rien n'est impossible, c'est juste que certaines espèces de plantes vont avoir plus de mal à pousser. Donc si c'était à refaire, si je devais refaire un bac planté, j'utiliserais pas du sable. Mais voilà, maintenant c'est trop tard, ce sable-ci je le trouve très beau, je ne vais plus le changer maintenant. Mais si vous pensez commencer un bac planté, privilégiez un autre substrat que le sable parce que c'est vraiment infernal si on essaye de faire pousser les plantes. C'est possible, mais ça nous ajoute un bâton dans les roues. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions si c'était pas très clair, je me ferai un plaisir d'y répondre et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao mes écailles.